Alors, je vais essayer de ne pas être trop déprimant et je vais essayer d'aller vite. C'est l'histoire de l'inégalité et du logement, mais surtout en Angleterre. Parce que l'anglais n'est pas très bien dans certaines choses et c'est l'un des pires pays au monde pour l'apprentissage des langues. Mais le logement chez nous, c'est également une histoire attristante. Et ça montre ce qui arrive lorsqu'on n'a pas d'objectif. Lorsqu'on n'a pas un objectif, à savoir que personne devrait débourser plus de 30 de leurs revenus pour être logé. C'est incroyable de voir à quel point les choses peuvent aller. Voilà. Je suis né dans une petite ville dans le Midlands, ça s'appelle Oxford, en 1968. À ma naissance, mon père et ma mère pouvaient acheter une maison 400 livres. Le logement était abordable presque pour tous. Mais c'était une ville automobile et avec 45 000 personnes qui travaillaient dans cette industrie et leurs familles. Et les gens qui travaillaient dans ces usines achetaient des maisons et vivaient dans des maisons du conseil municipal, mais achetaient des maisons. Et mes amis qui ont eu des enfants très tôt et qui avaient des enfants à l'école pouvaient obtenir un logement social. C'était ça la situation il y a 50 ans. Et puis les choses ont commencé à mal tourner. On n'avait pas réalisé ce qu'on avait. L'image que vous voyez là, c'est une image prise il y a quelques semaines de la fenêtre de l'agent immobilier montrant la maison la moins chère dans ma ville. Ça, c'est la première fois que le prix a commencé à baisser. Et avec un convertissant, vous voyez à quel point combien ça coûte. Le prix moyen de la maison à Oxford, 17 fois le revenu moyen, peut-être le ratio le plus élevé dans toute l'Europe, et on est en concurrence avec San Francisco pour l'inabordabilité. Et je peux vraiment vous endormir avec ce qui va mal lorsque le logement ne tourne pas bien. Par exemple, l'inaccessibilité. Comment gérer une université dans une ville où une maison coûte 17 fois le revenu moyen et où le loyer privé est le double de ce qu'une hypothèque paierait. Et il y a des raisons superficielles pour expliquer pourquoi on a ce problème du logement. Cette carte vous montre que la distribution de la population à Oxford et puis les emplois. Les gens disent qu'il y a un manque d'offres de maisons et que si on réglait cela, le problème disparaîtrait. On a 40 000 personnes. Et ça, c'est une ceinture verte qui crée le plus de pollution en Europe parce qu'il faut conduire toujours en voiture. Et vous voyez, par exemple, l'aménagement de la ville. Vous voyez sa croissance à travers le temps. Et vous voyez comment la croissance s'est arrêtée il y a 3 décennies parce que ça a frappé la limite de la ceinture verte. Mais ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle les choses sont devenues si inabordables à Oxford. Et ce n'est pas la raison non plus pour expliquer pourquoi le logement est désastreux au Royaume-Uni. On a plus de chambres à coucher par personne au Royaume-Uni que jamais. On a assez de logements pour tous. Alors, nous, on a en fait reporté la recherche d'une solution au problème parce que ces usines automobiles ont beaucoup fondu et ça a libéré beaucoup de maisons et ça a permis à l'université de connaître l'expansion jusqu'à ce qu'on atteigne la limite de la ceinture verte. Et subitement, on avait un problème là. Alors, qu'est-ce qui a causé ceci, à mon avis? Eh bien, ça revient en arrière, derrière la première suggestion. Je sais que c'est un peu tôt ce matin, mais patientez. Le pays où j'ai grandi était le deuxième pays en termes d'égalité en Europe, à part la Suède, dans les années 60 et 70 au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est maintenant le pays le plus inégal en Europe.
L'écart salarial, l'écart de revenus est le pire en Europe. C'est incroyable. Ça, c'est pour le coefficient Gini. Eh bien, je suis sûr que vous ne le connaissez pas, mais 0,5, c'est le plus élevé. Si on partage cette salle, si on divise cette salle, on va vous donner un revenu de 25 000 dollars par an, d'après le coefficient Gini, et de l'autre côté, 75 000 dollars. Alors là, vous aurez un coefficient de Gini de 0,5, et puis quelqu'un peut nettoyer votre maison de l'autre côté. Et de l'autre côté, avec 5 000, vous n'allez pas avoir des femmes de ménage, et puis vous allez aider les autres à nettoyer leur maison, et puis les autres de l'autre côté vont pouvoir prendre des congés. C'est ça le changement que j'ai vécu de mon vivant. Et différents pays ont eu différentes trajectoires. Et à cause de ceci, on commence à pouvoir comprendre les effets de l'inégalité. Le premier tableau ici vous montre les tendances pour le Royaume-Uni et la France et vous montre le top 1% en France et au Royaume-Uni qui s'accapare 15% du revenu. La France a choisi une autre voie dans les années 80. La famille médiane en France se porte beaucoup mieux maintenant et les maisons sont meilleures et les services sociaux sont plus performants en France et les gens ont plus grande longévité en France. Et l'autre tableau que vous voyez là, c'est la superposition des États-Unis et du Canada. Entre le Canada et les États-Unis, les choses ont commencé à se séparer récemment. En Amérique du Nord, vous êtes en train de vivre une expérience naturelle qui montre ce qui se passe lorsqu'on choisit une voie au Canada et une autre aux États-Unis. On peut mesurer les résultats en termes de performance scolaire, en termes de logement et en termes de santé. Ce n'est pas une relation directe. Ce n'est pas qu'une chose cause directement l'autre. Mais pour simplifier, les pays qui permettent au top 1% de s'accaparer toujours plus de ressources deviennent très mal gérés et cela ne va qu'en empirant. On n'aurait pas pu savoir cela dans les années 70 parce qu'il y avait plus d'égalité. Il n'y avait pas ces écarts. Et dans les années 20, il y avait beaucoup d'inégalités. Ce n'est que depuis quelques décennies qu'on a commencé à voir ce qui se passe lorsqu'on laisse libre cours au marché, à l'économie du marché. Et alors, je vais vous montrer d'autres tableaux juste pour vous mettre en confiance. J'aimerais cela si quelqu'un au Canada pouvait expliquer ce tableau qui a été produit par Becky Tunstall, qui utilise des données jusqu'en 2011. La ligne en haut, c'est le ratio du nombre de chambres par personne pour les 10% en haut et les 10% en bas de l'échelle. Donc, en Angleterre, les 10% les mieux nantis avaient des chambres en trop et les autres devaient partager une chambre pour enfants. Et puis, l'inégalité s'est aggravée. Et puis après, on est devenu plus égaux. Et on luttait pour l'accès au logement social et il y a eu la limitation des loyers et il y a eu toutes sortes d'événements, dont de 1921 à 31, 41, 51, 61. On a atteint l'utopie pour les 10% les mieux nantis qui avaient 3 fois plus de chambres par personne que les 10% les moins bien nantis. Et à ce moment-là, il y a eu des campagnes, des crises et même un film. Et il y a quelque chose de fascinant, à savoir que si je faisais ce discours en Norvège et si je disais félicitations, vous avez le plus faible taux de pauvreté chez les enfants au monde, là, ils crieraient que c'est terrible, qu'on n'est pas si bien que cela. Mais lorsque je fais cette présentation aux États-Unis, j'essaie d'être subtil en disant qu'il n'y a pas d'autre endroit au monde où les enfants meurent plus tôt
C'est épatant, c'est absolument renversant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'inégalité peut aller si loin, parce que dans des pays inégaux, les gens ne voient pas le problème. Vous voyez la montée récemment, la montée fulgurante. Maintenant, les 10% les mieux nantis ont 5 fois plus de chambres par personne comparé aux 10% les moins bien nantis. Tout le monde à Londres pourrait dormir dans une chambre à elle. Même si personne ne voulait partager une chambre avec quelqu'un d'autre, on a assez de chambres à Londres. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a privatisé nos logements dans les années 70. C'était selon le besoin. Des enfants pourraient venir et dire, bon, on a besoin de plus de chambres. Et puis, cette famille serait logée. Mais ces maisons ont été vendues au secteur privé. C'est le loyer privé qui l'emporte. Et cette personne qui achète, ce n'est pas quelqu'un qui aime vivre dans un logement social. C'est devenu un désastre total. Voilà donc l'augmentation de l'inégalité avec le temps. Le Canada ne se porte pas si mieux que cela. Vous êtes un peu mieux. C'est juste que vous êtes auprès des États-Unis et là où vous comparez beaucoup mieux. Et ce changement est dramatique. Moi, je suis dans le top 3%, étant professeur d'université. Étant donné la fourchette salariale des professeurs d'université, on est dans les 3% des fortunés au Royaume-Uni. Je fais partie du 10% les mieux nantis. On s'accapare les 4 dixièmes de la fortune au Royaume-Uni, laissant les 6 dixièmes au reste. Mais j'ai à peine les moyens d'acheter une maison à Oxford, une maison 4 fois moins petite que celle que mes parents achetaient à Oxford, où j'ai grandi. Donc, j'arrive à peine à me loger. Et pourtant, je suis dans le top 3% des fortunés. Et voilà pourquoi ça devient très intéressant, cette situation. Ce tableau, je m'excuse pour le fait que c'est presque illisible. En haut, vous avez le temps, et puis en bas, vous avez l'âge, et puis la bande bleue, c'est les personnes qui obtiennent une hypothèque. Ça s'appelle la génération d'une hypothèque par génération. Donc, on a des gens de la classe moyenne qui réalisent qu'ils doivent louer pour toute leur vie. On oublie qu'il y a eu une génération dans le passé où on pouvait louer d'un propriétaire privé. Et nous, on a réglé ce problème-là. Et puis, on a recréé le problème. Moi, je suis très impressionné par ce qui se passe ici. 40 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est rien comparé à ce que valent quelques rues à Kensington. On a une bulle en Angleterre, une bulle très intéressante à l'heure actuelle parce que personne ne sait ce qui va arriver après. Et au cœur de cette bulle, on a cette zone qui, à un moment donné, valait plus que tout le Danemark en théorie, et nos banques comptent sur les prêts consentis et sur les hypothèques accordées aux propriétaires privés. Et les prix des maisons ont commencé à chuter, comme je vous l'ai montré, depuis juillet 2016. Et vous pouvez deviner les raisons de cette chute. Donc, on vit des temps intéressants au Royaume-Uni. Des temps très sombres, en fait, très tristes. Aujourd'hui, on a publié ce matin le nombre de sans-abri au Royaume-Uni, 300 000 de sans-abri, ou qui ont des gens qui sont logés temporairement. C'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas sur la diapo parce que cette statistique a été publiée ce matin. 2% de la population de Londres est maintenant sans abri. Le nombre de personnes retrouvées mortes dans les rues depuis 5 ans, ça a augmenté 8 fois. Et dans mon enfance, je me rappelle qu'il y avait juste 2 personnes âgées, 2 hommes âgés qui étaient sans abri. Lorsque je vais parler aux écoles, les écoles me disent « On a toujours eu des sans-abri, c'est inévitable. » Et c'est triste de voir cela. Le plus récent changement, c'est à Oxford, c'est que les gens transportent tous leurs biens dans la rue. Et ça, c'est une histoire vraiment
qui devrait vous servir d'avertissement pour vous dire que vous devez réussir ici, parce que lorsque ça devient terrible, les gens s'y habituent et les gens ont laissé les choses péricliter à ce point au Royaume-Uni. Et les raisons sont évidentes. Les raisons sont faciles à comprendre, à savoir pourquoi il y a plus d'itinérants. Et il y a des statistiques que le gouvernement ignore. Et je vous montre pourquoi. Ce tableau, c'est le tableau qui demande pourquoi est-ce que vous êtes devenu sans-abri. C'est parce que les propriétaires veulent toujours louer à des gens plus fortunés qui vont payer un loyer plus élevé. Pour vous expliquer à quelle rapidité cela est arrivé au Royaume-Uni, encore une fois, notre tableau officiel, voici la proportion d'enfants au Royaume-Uni dans des logements loués au privé. Voilà avec quelle vitesse les choses peuvent empirer. Il y a 15 ans, c'était surtout une population qui était en transition entre des logements et on n'aimerait pas avoir un propriétaire privé parce qu'on peut on peut en fait vous déloger avec 2 mois de préavis. Mais tout cela s'est effondré avec le krach initialement et avec le fait que les gens ne se souciaient pas de la situation. Et maintenant, avec les propriétaires privés, on paye les loyers les plus élevés. Comme je l'ai dit, à Oxford, ma maison et mon hypothèque, c'est 1200 livres par mois. Et si je devais louer cette maison, ce serait 2400 livres par mois. Donc, les familles qui doivent louer sur le marché privé doivent débourser tant, 50 à 60 de leurs revenus pour ce privilège d'insécurité. Ça provoque de la colère. Mais il y a ceux qui se demandent, bon, est-ce qu'on va juste tout simplement éliminer l'État et tout laisser au marché et le marché va trouver la solution et que si vous ne pouvez pas vous payer une maison ou un loyer dans la ville, eh bien, vous n'avez qu'à déménager. Donc, il y a cette bataille au Royaume-Uni. Je vais ici, sur ce tableau, je parle des parties les plus chères du pays, mais les logements coûtent moins cher ailleurs et il y a une baisse dans le prix des maisons en Grande-Bretagne. Donc, tout simplement pour dire que ça, c'est du déjà vu. Ça, c'est les années 30. Ce tableau vous montre les années 30. Si on veut remonter à la dernière crise du logement, c'était dans les années 30. Il y avait des situations aux États-Unis où le tiers de la population était composé de squatteurs. Et il y a d'autres similitudes. Ça, c'est les patrons, la rémunération des patrons des compagnies d'hypothèques au Royaume-Uni et les banquiers qui vivaient mieux au fur et à mesure que les choses empiraient. Les PDG, leur rémunération au Royaume-Uni, leur rémunération a plafonné en 2015 en Grande-Bretagne. Donc, on est maintenant rendu à un point tournant. On peut devenir encore plus inégal. Il y a ceux qui veulent que le Royaume-Uni devienne le Singapour de l'Europe, le centre bancaire offshore, où l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de grandir. Et il y a ceux qui veulent qu'on devienne un pays européen comme les autres et non pas le pays le plus inégal en Europe. Comment devenir plus égal comme pays? Il y a différentes façons rapides d'y arriver. La voie la plus rapide, c'est de perdre une guerre. C'est pas recommandé, cette voie. Mais lorsqu'il y a une guerre, les forces envahissantes vont se débarrasser de l'élite. Le cas du Japon, la plus grande expérience sociale, les Américains ont redistribué les terres que s'accaparait l'aristocratie en créant le pays le plus égal au monde selon la richesse. Et puis, voyez ce qui s'est passé. Ils vivent le plus longtemps maintenant sur la planète, au Japon. Et il y a des façons plus lentes de devenir plus égal. Voici la Suisse. Et ça, c'est peut-être le chemin canadien. C'est un chemin plus facile, beaucoup plus facile. Je blague un peu en parlant de la guerre comme moyen de niveler les choses, c'est que
la chose la plus proche de la perte d'une guerre. C'est un désastre économique auto-infligé. Au Royaume-Uni, par exemple, tout est prêt pour le 29 mars. Ce que je dis à mes amis et à mes collègues chez moi, c'est que c'est mieux qu'une guerre. Et on ne sait jamais. Ça risque d'être la chose qui va déloger le Royaume-Uni de sa position, de sa pole position pour ce qui est de l'inégalité. Alors, voici des tableaux très ennuyeux pour vous. Beaucoup de gens n'y croient pas. Beaucoup de pays de l'OCDE ont maintenant dépassé le summum de l'inégalité. L'inégalité des revenus baisse dans la plupart du monde, dans le monde riche et dans le monde pauvre. Le Canada a plafonné en 2013 pour ce qui est de l'inégalité des revenus. Alors, vous êtes à 0,32, c'était en 2013. Vous rappelez-vous ce ratio entre 25 000 et 75 000? Bon, ici, c'est dans les 35 000, 65 000. Ça change au niveau des enfants, quels enfants jouent avec qui, ce que vous pensez des gens, vos opinions politiques. Ce n'est pas tous les pays qui baissent. La Norvège est au sommet maintenant. Et même au Royaume-Uni, on a assisté à notre première baisse depuis longtemps. Et ça, c'est récent. Et aux États-Unis, sous Obama, c'est pas inévitable que l'inégalité continue de s'aggraver. Dans la plupart des pays maintenant, l'inégalité du revenu baisse. Mais au Royaume-Uni, ça continue d'augmenter. L'inégalité de la richesse augmente, mais l'inégalité du revenu baisse. Bon, pourquoi le coefficient Gini du Royaume-Uni échoue-t-il? Les banquiers ne sont pas inclus. Mais comme quelqu'un l'a dit, en 2007, beaucoup d'entre nous avaient des salaires dans les 8 chiffres, c'est-à-dire au-dessus de la barre des 10 millions de livres. Aujourd'hui, personne dans cette salle ne touche plus de 5 millions par année. On ne peut pas s'en plaindre. L'Union européenne surveille les banques, évidemment. Le Royaume-Uni a 2700 banquiers qui gagnent plus d'1 million de livres par an. Ensuite, il y a l'Allemagne avec 197. Nos banquiers ont dit, vous devez nous payer tant, sinon on va aller travailler ailleurs. On est vraiment nuls, on est des poires. Il n'y a aucun autre endroit où aller. La Suisse paye 50% leurs banquiers par comparé à nous, et ils sont les meilleurs. Les Américains ne veulent pas accueillir des Britanniques dans leur secteur banquier. Donc, depuis quelques années, les salaires bancaires baissent. Et lorsque les banques embauchent les jeunes maintenant, on leur demande subtilement combien de mots de passe avez-vous. Et pour nous, lorsqu'on est embauché pour travailler dans le secteur bancaire, on dit, bon, on vous demande d'aller travailler dans des endroits comme Paris, Francfort et Dublin où les salaires baissent. Et en bas de l'échelle sociale, il y a la baisse du revenu également parce qu'on a ce nouveau système de crédit universel, ce qui est désastreux. Comme prévu, ça a augmenté le nombre de sans-abri au pays. Et ça, c'est la promesse. Et après les années 30, on est devenu plus égal, mais parce que beaucoup de gens, tout le monde est devenu un peu plus pauvre et les riches ont vu leur part baisser. Personne ne se sentait bien. 3 millions à 4 millions de chômeurs. La même chose arrive maintenant au Royaume-Uni. Ce n'est pas ici qu'on voudrait procéder. On voudrait le faire en arrêtant l'augmentation en haut et puis en élevant les gens en bas de l'échelle. Voilà ce qu'on a fait en Suisse et aux Pays-Bas. C'est pas ce que nous sommes en train de faire, là, par contre. Voici une carte des premières chutes dans les logements et on avait nié cela. Et puis, on a nié également en 2017. Mais les prix des maisons à Londres sont en train de baisser, ici qu'à Oxford. Le nombre de transactions sont extrêmement faibles. Je connais une maison sur le marché pour 1,7 million, mais si vous offrez 1 million, on va vendre. C'est intéressant. Quel est ce genre d'investissement que d'acheter à Londres aujourd'hui? Est-ce qu'on voudrait vraiment investir son argent d'outre-mer là-dedans? La chose intéressante, c'est qu'on a un parti d'opposition qui mène actuellement dans les sondages
qui taxerait énormément les maisons vides à Londres, juste au cas où vous vouliez venir acheter des appartements à Londres, eh bien, ne vous attendez pas à faire des profits là-dedans dans l'avenir. Il ne me reste plus que 4 diapos, donc préparez les questions. Parce que j'ai essayé de laisser du temps pour les questions, je voulais m'assurer qu'on parle de ce qui vous intéresse vraiment. Je n'ai pas mentionné les bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, en fait. Bon, je vais passer rapidement à travers les bonnes nouvelles. Le gouvernement actuel s'est éloigné de sa position extrême. Tous les gouvernements du Royaume-Uni depuis les années 70 se sont dirigés vers le marché libre individualiste. Le plus grand changement s'est passé sous le gouvernement actuel, sous Osborne, lorsqu'il a augmenté les impôts sur les propriétaires privés pour les arrêter de tout acheter. À Oxford, j'étais en concurrence contre 6 autres propriétaires pour acheter ma maison familiale. J'ai dû offrir 100 000 livres au-dessus du prix, publié, et avec des photos de mes enfants. Et j'ai écrit un livre sur le logement dont je savais ce qui se passait, et j'ai grandi dans la ville et j'avais travaillé pour un constructeur dont j'avais tous les avantages et je suis arrivé à peine à acheter cette maison. Donc Osborne a augmenté les impôts sur les propriétaires. Ils ont pris des mesures pour arrêter que les gens investissent dans l'immobilier. C'est horrible, acheter pour louer. Lorsque vous achetez 1 ou 2 maisons avant de penser comment les gérer, nous devons enseigner aux gens qu'être un propriétaire de maison, c'est très exigeant. C'est aussi exigeant que de gérer un hôpital ou d'être un maître d'école. C'est pas pour les amateurs, pour les néophytes, c'est pas à encourager. Et sur un côté plus progressiste et politique, le Parti des travailleurs est devenu un autre parti traditionnel social-démocrate. Le ministre du Logement annonçait en février que si un gouvernement des travailleurs prenne le pouvoir, ils vont acheter des logements à l'extérieur de la ville pour pouvoir combler le manque de logements. Mais bien sûr, si jamais le gouvernement des travailleurs ne prenne pas le pouvoir, ça risque d'augmenter les risques en matière de logement. Maintenant, ils permettent aux personnes de louer des logements à un vil prix. Et le gouvernement dit qu'il n'y aura plus d'initiative du secteur privé. Et ça, c'est un gouvernement conservateur qui le dit. Et le gouvernement conservateur va vers la gauche. Et je suis optimiste parce que voilà ce que nous avons vu par le passé. Le dernier sommet des inégalités était en 2016-2017. Ensuite, tous les partis sont devenus beaucoup plus progressistes. Dans les années 50, le Parti conservateur britannique a bâti beaucoup plus de logements que les gouvernements de gauche. Imaginez-vous, votre parti se font concurrence pour être plus compétitif, pour être plus progressiste, pour avoir plus de logements. C'est pour ça que mes amis ont trouvé des logements, parce que tous les partis politiques se faisaient concurrence pour bâtir des logements. Dans les années 70, il y a une compétition vers la droite. Est-ce qu'on peut soutenir moins les gens? Est-ce qu'on peut accroître les inégalités? Peu importe les logements, aussi longtemps qu'ils payent leurs impôts. Le Canada est au-dessus des États-Unis et du Royaume-Uni. Le Canada se situe au Royaume-Uni et aux États-Unis parce que les Canadiens sont très forts, sont très calés en mathématiques. Dans des pays inégalitaires, beaucoup de pays pensent que la population peut atteindre le 1%. Et bien sûr, il y a la dette des étudiants, l'endettement des étudiants. Les droits de scolarité sont de 9 000 $ par année, tandis que dans d'autres pays, les droits de scolarité sont inexistants. Si vous voulez envoyer votre enfant à l'université, si vous voulez qu'ils apprennent l'Allemagne ou l'allemand, ils peuvent aller
en Allemagne gratuitement. Il y a eu 350 000 étudiants internationaux en Allemagne, plus d'étudiants internationaux qu'il y a d'étudiants au Royaume-Uni. Et la chose fascinante concernant les sociétés inégalitaires, c'est que les gens ne pensent pas qu'il y a ce genre d'inégalité qui existe. Et par conséquent, les gens ne montent pas au créneau pour dénoncer ces inégalités. Il y a également des grosses différences en matière d'impôts et de dépenses. On montre la proportion du PIB de la Finlande jusqu'au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni se trouve au bas et on voit la direction que nous en prenons. Le discours politique entre les deux partis politiques vise à augmenter ces dernières lignes de 1,5% vers le haut. Les gens qui n'aiment pas le Parti des travailleurs, ils disent que c'est irresponsable, vous ne pouvez pas dépenser autant pour augmenter cette courbe. Et bien sûr, la courbe est décroissante. Mais on voit qu'il y a tout un champ de possibilités. La Finlande n'est pas une exception. C'est le seul pays en Europe où il y a une diminution de l'itinérance parce qu'ils ont un nouveau programme pour les sans-abri. On voit que le niveau de vie augmente. Les enfants parlent 3 langues. Il y en a qui parlent 6 langues. Il y en a qui parlent carrément 7 langues. Donc c'est un modèle tout à fait différent dans ce pays. Nous vivons dans une ère très intéressante pour l'instant. Le Brexit pourrait peut-être corriger le tir. Dans le milieu universitaire, a examiné un rapport de centaines de pages, mais il y avait très peu de mots concernant le financement, le secteur financier ou le secteur banquier. Nous sommes le centre banquier en Europe et pourtant on ne parle pas beaucoup du secteur banquier. Il n'y a pas d'accord dans le Brexit concernant le secteur banquier et ils envoient leurs banquiers à travers l'Europe. C'est une exode. Les shares d'une plus grande banque du Royaume-Uni a diminué de moitié. On voit que la bourse réagit, la valeur du livre connaît des hauts et des bas. Et ma dernière diapo, peut-être ça ne vous dit rien. Ça dépend comment ça a été cadré. Avec cette image vaut 1000 mots. En affichant cette photo, vous savez exactement qu'est-ce qu'elle signifie. Ça, c'est la tour Grenfell. C'est une tour de HLM à Kensington qui a pris feu. Essentiellement, le revêtement était de pétrole, ce qui a fait en sorte que le bâtiment a pris feu. Des douzaines de personnes sont mortes suite à ce feu, mais il y avait déjà eu des tours qui ont pris feu par le passé. Cet incendie est devenu iconique parce que cet incendie a pris lieu 2 semaines après l'élection d'un parti en Allemagne. Le gouvernement, qui avait déjà la majorité, a perdu sa majorité suite aux élections. Lorsqu'ils ont lancé une élection pour augmenter le nombre de sièges qu'ils avaient. Après les élections, on a réalisé que les électeurs votaient de façon très imprévisible. Le Premier ministre ne pouvait pas donner des câlins. Elle n'est tout simplement pas capable de donner des câlins à qui que ce soit. C'est navrant. Et les gens commencent à se sentir mal pour elle. C'est une diplômée de mon département. Elle est née à côté de ma ville. Je pense qu'elle s'est mal orientée. Mais lorsqu'on sympathise avec quelqu'un, c'est parce que ce politicien connaît des temps très difficiles.
Alors, l'objectif de cette image, c'est que, en avant-plan, on voit la propriété la plus chère en Europe. Et le revêtement en pétrole, ce n'était pas pour le bénéfice des locataires, c'était pour pouvoir embellir l'image de cet immeuble. Donc les choses ont beaucoup changé depuis cet incendie. Il y a de plus en plus de personnes qui meurent à cause du froid, il y a de plus en plus d'itinérants. Il y a des changements qui arrivent, mais ces changements sont trop lents. En Angleterre, il faut faire quelque chose que nous n'avons pas fait depuis des décennies. Il faut s'inspirer d'un autre pays que les États-Unis. Et il y a beaucoup de pays dont on peut s'inspirer en ce qui a trait au logement. Je voulais vous donner cette présentation parce que je voulais dire à quel point c'est important de bien faire les choses. Parce que c'est humiliant, c'est embarrassant de voir ce qui se passe lorsqu'on fait mal les choses. Et le Royaume-Uni devrait au moins pouvoir expliquer lorsque on commence à oublier les pauvres et lorsqu'on se concentre trop sur les riches. Merci beaucoup. Je suis un peu embarrassé que je vienne des États-Unis. Bon, je suis canadienne et pendant quelques années, je me demande, mais qu'est-ce que je fais aux États-Unis? Je pense que vous avez mis les choses en perspective pour moi. Donc j'ai un peu de chance d'être ici aux États-Unis. Parce qu'après tout, c'est une chance d'être au Canada. Il y a des gens qui ont pris des photos. Je vois qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions à gauche, à droite de la salle. On va commencer avec l'arrière de la salle. Continuez à lever vos mains si vous voulez poser des questions. Merci. C'était une présentation fort intéressante. Ma question est la suivante. Avez-vous des données ventilées pour ce qui est de la race, du zonage et de l'âge au Canada? Certaines communautés sont beaucoup plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. Les inégalités sont très différentes selon vos régions. Et l'exemple que vous avez donné concernant les États-Unis, les enfants qui meurent et personne ne s'en soucie, peut-être ça a à voir avec le fait que si vous êtes un enfant noir, vous êtes 2 fois plus susceptible de mourir qu'un enfant blanc aux États-Unis. Et je me rappelle un article dans le New York Times qui disait que les inégalités entre races a atteint un sommet aux États-Unis. Alors, vos pensées, si d'autres facteurs interviennent dans cette équation? Merci pour cette question. Le plus grand écart au Royaume-Uni, c'est l'argent, c'est le revenu, c'est l'écart des revenus. Il y a des gens qui sont très riches, qui ne sont pas blancs, de race blanche, mais d'après un sondage en 2001, si vous examinez le Royaume-Uni, la majorité des enfants pauvres ne sont pas blancs. Vous avez vu les enfants qui sont morts dans cet incendie à Londres. La majorité des enfants étaient de race noire ou n'étaient pas blancs. La majorité des enfants riches sont enfants et les nounous sont également blanches, de race blanche. Des familles du Bangladesh se portent pas très bien. Nous avons invité des gens. Lorsqu'on ne pouvait pas trouver des ouvriers dans les usines, on leur a donné les pires logements dans les pires régions du pays.
Juste à titre d'exemple, vous avez entendu parler du festival du Notting Hill. Notting Hill, il y avait beaucoup d'Indiens. Durant la Deuxième Guerre mondiale, des bombes V2 pouvaient tomber sur la ville. Vous pouvez entendre les bombes tomber. Avant qu'elles tombent, vous aviez 12 secondes pour partir, pour vous réfugier. Après la guerre, ils ont sous-loué des appartements à des Indiens. Et c'est pour ça qu'une partie très riche de Londres maintenant accueille des Indiens, mais maintenant cette partie est devenue à majorité blanche. Le pays est très divisé par les revenus. Et toutes les autres divisions sont exaspérées par ces inégalités de revenus. Et les personnes les plus affectées par ces compressions budgétaires, ce sont les femmes et les enfants. Et ceux qui sont le plus affectés, ce sont des mères célibataires. C'est les groupes qui ont été pris pour cible par les compressions. Bon, bien sûr, le gouvernement a fait de bonnes choses. Ils ont augmenté les revenus pour les sociétés. Ceux qui ont le plus bénéficié, ce sont des hommes de race blanche. Bonjour, merci beaucoup pour votre très triste histoire que vous avez présentée. J'aimerais savoir ce que vous avez à dire sur le suivant. Comment le Canada, qui bénéficie de la présence de la Société canadienne de l'hypothèque et de logement, comment on peut examiner les indicateurs clés de performance, des indicateurs tels que l'innovation, la gestion du risque? Comment pouvons-nous orienter nos activités pour vraiment avoir des bons résultats en matière de logement? On entend très souvent que c'est très difficile d'avoir accès à des investissements parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie. C'est très difficile de recevoir des subventions ici au Canada. Comment le Canada pourrait faire encore mieux? Alors tout d'abord, prenons une cible 2030. Pour dire que les gens ne devraient pas payer plus que 30 000 par revenu. Et qu'est-ce qu'il faut faire chaque année pour atteindre cet objectif? Ensuite, chaque année, il faut voir si on est sur la bonne trajectoire. Les riches de ce monde sont désespérés à prêter leur argent. Ils sont désespérés parce que le retour sur investissement diminue. Donc, il faut permettre d'emprunter à des taux d'intérêt très faibles, disons 0,5% sur 100 ans. L'argent est là pour les emprunts et il faut réduire les taux d'intérêt. Mais une autre solution, c'est d'examiner la propriété vacante. John McCain a dit que c'était important. Il faut examiner les propriétés vacantes, combien de chambres sont vides dans les maisons. Il faut voir si ça augmente ou pas. Et ensuite, il faut examiner d'autres pays ou d'autres États, par exemple des États aux États-Unis. Il faut encourager les gens à ne pas vivre dans une maison avec 5-6 chambres à coucher vides. Parce que, après tout, ce n'est pas correct. Vous pouvez augmenter les impôts fonciers pour une personne qui veut habiter dans une maison avec 5-6 maisons vides. C'est une solution. Il faut s'inspirer de l'Australie, des Pays-Bas, examiner les impôts fonciers qui existent dans d'autres pays, dans ces pays où les gens ne payent pas plus de 30% de leurs revenus pour le logement. Et vous allez voir que le logement est de meilleure qualité dans ces pays. Une chose qui m'a surpris, c'est que si on laisse le marché tout seul, sans intervention étatique, vous allez voir que le logement sera de piètre qualité et un logement qui sera très cher. On dit souvent que les consommateurs sont capables de prendre les meilleures décisions. Mais il y a des consommateurs qui sont très radins. Et beaucoup de ces radins vont faire de l'argent sur le dos
des plus pauvres. Et souvent, dans des économies capitalistes, vous allez voir l'émergence de monopoles. Et ça, le monopole, ce n'est pas une bonne chose. Dernière chose, nous avons de plus en plus de maisons vides au centre de Londres. Lord Tappett, qui était un ministre sous le gouvernement de Margaret Thatcher, a dit récemment que souvent, il voyait beaucoup de maisons vacantes. Et pourtant, c'était lui qui a fait en sorte qu'il y avait autant de maisons vacantes. Alors, il faut examiner la propriété existante. Oxford pourrait avoir beaucoup plus de bâtiments, mais en général, vous pouvez répondre à vos logements en utilisant le stock existant et le stock qui se trouve dans les mains du secteur privé. Il faut s'assurer qu'il ne faut pas répliquer le même problème au Royaume-Uni. Nous avons une femme aînée dans une maison trop grande. Elle ne peut pas la chauffer et elle attend. Elle refuse de quitter cette maison grande et vide. C'est une maison qu'elle veut donner à ses petits-enfants. Donc, c'est vraiment une situation radicale. Des grandes maisons habitées par une personne aînée qui refuse de quitter cette maison. Je connais beaucoup de personnes qui vivent dans des grandes maisons. Je travaille pour une organisation qui lutte pour le logement et le développement. J'aimerais revenir à une expérience que vous avez soulevée. Alors, nous fournissons une allocation qui permet aux personnes d'augmenter leurs revenus disponibles pour pouvoir trouver un logement sur le secteur privé au Québec. Nous avons un petit programme de subventions, des subventions qui sont utilisées dans des situations d'urgence. Et dans notre province, cette allocation individuelle permet aux gens d'avoir accès à des logements plus salubres. Alors souvent, on parle de l'expérience londonienne, on parle de l'allocation pour le logement, et d'après ce que j'ai lu, on a vu que le loyer a augmenté et souvent le loyer augmentait beaucoup plus rapidement que le prix du loyer augmentait beaucoup plus rapidement que l'inflation. Alors pour nous, c'est un outil pour le secteur privé, mais cet outil ne permet pas de réglementer ce qui se passe au logement. Il y a très peu de provinces qui ont un contrôle sur le logement. Donc j'aimerais que vous nous parliez du danger de l'allocation individuelle pour le logement. Alors essentiellement, pour avoir cette allocation, il faut avoir un enfant. Si vous avez 2 enfants et vous divorcez, chacun prend un enfant parce que vous avez besoin d'avoir un enfant pour toucher l'allocation. Aux États-Unis, c'est un peu la même situation. C'est pas un loyer du marché. C'est pas exactement un marché, un loyer, une location du marché. Lorsque j'étais un étudiant, je payais 900 $ ou 9 $ par semaine. Ensuite, je payais 13. Le propriétaire ne dépensait pas 9 livres pour la propriété. Maintenant, cette propriété coûterait 600 livres par mois. Mais ça ne coûte pas autant pour entretenir cette maison. C'est un marché biaisé. Il faut avoir le secteur privé pour le logement. Des gens huppés comme moi voulons habiter dans des quartiers riches, mais il faut quand même réglementer le marché immobilier. Donc, inspirez-vous de l'Allemagne. La plupart des pays ont adopté des lois pour réglementer le logement. Souvent, vous ne pouvez pas augmenter la location, le logement,
Vous ne pouvez pas tout simplement les évincer. Et les locataires ont une responsabilité de réaménager le logement parce que souvent, c'est très difficile d'évincer ces locataires et c'est la raison pourquoi les locataires prennent soin de leur logement. Donc, il faut vraiment réglementer les logements locatifs et permettre aux locataires de rénover leur propre appartement. Par le passé, si un logement était vacant pendant 6 mois, il pourrait être acheté par l'État et ça encourageait les locataires de louer ces logements. Moi, j'aimerais voir des politiques où si le logement est inspecté et si le logement n'est pas assez de qualité, ça devrait être acheté par l'État. J'aimerais avoir le droit de vendre et d'acheter par l'État et les locataires devraient avoir le droit, si la propriété n'est pas bien entretenue, ils pourraient demander de voir un transfert du propriétaire à l'État. Lorsque les propriétaires risquent de perdre leur logement, ils vont réagir pour mieux entretenir ce logement. Alors, au Royaume-Uni, nous avons établi un système qui s'en prenne aux propriétaires qui se soucient du logement. Donc, c'est vraiment un paradoxe. Souvent, les propriétaires font très bien. Ils se remplissent les poches et ils ne rénovent pas leur logement. Alors, tout simplement, le marché ne répond pas aux besoins. Il ne permet pas d'avoir des logements de qualité. Nous avons des doctorants qui payent 25-30 000 livres par année. Ils louent des logements insalubres. Ils partagent ces logements avec d'autres étudiants parce que tout simplement le marché ne crée pas des conditions parfaites pour répondre aux besoins. Et même les enfants des parents UP n'arrivent pas à trouver un logement salubre et de qualité. Merci beaucoup de nous avoir offert un autre point de vue. Je travaille pour une organisation de logement. Nous offrons des logements aux moins nantis. J'ai quelques commentaires à faire. D'après les discussions d'hier, j'étais un peu découragé parce que je croyais qu'il fallait faire preuve de prudence parce qu'après tout, nous n'avons pas toutes les solutions. Souvent, on ne peut pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Et ce qui a été décourageant pour moi, à la suite des discussions hier, souvent, on pense que la financiarisation du marché locatif est vraiment le diable ou le plus grand mal. Et le seul résultat suite à cette discussion était de créer une guerre entre les nantis et les moins nantis, entre les propriétaires et les locataires. On ne voulait pas. On crée des guerres entre les parents, des guerres entre des jeunes et des aînés, des étudiants et des professionnels. L'expérience britannique est fort intéressante. Il faut entamer une discussion sans créer de tension entre les gens. Et souvent, le mouvement de la droite se saisit de cette division pour avoir plus d'influence. Bien sûr, il y a une financiarisation du marché. Ça crée des problèmes. Des immigrants comme moi m'ont permis de trouver un logement. J'avais un salaire décent et j'ai pu devenir un propriétaire. Et maintenant, j'ai du capital comme tout le monde.
Et je pense que les régimes de retraite maintenant investissent dans le logement et c'est peut-être une bonne chose. Et ça se passe également en Allemagne. Des membres qui touchent à des régimes de retraite sont également des propriétaires. Quelqu'un comme moi qui est propriétaire, après tout, devrait avoir accès à une propriété. C'est un peu... il y a 40% de la population qui vote pour le parti qui soutient des subventions pour logement. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à débourser 400 000 $ pour acheter un logement. Alors la seule façon de réaliser leurs capitaux, c'est de pouvoir acheter un logement. Joan Osborne a fait une prévision concernant les prix des maisons à Londres. La seule façon d'acheter ces maisons, c'est d'inviter des extraterrestres pour acheter ces maisons. Donc, c'est une guerre entre les propriétaires et des jeunes qui voient que c'est très difficile maintenant d'acheter des maisons. Merci de votre présentation. Bon. Je vois toujours que les nantis ont besoin des moins nantis pour maintenir leur statut. L'inégalité entre les gens n'est pas naturelle, que ce soit pour les humains, pour les animaux, pour les insectes. Les nantis comprennent qu'ils ont besoin d'avoir la présence des moins nantis. Parce que lorsque les moins nantis dépensent, ils nourrissent les nantis. Un bon exemple, c'est Bill Gates, le propriétaire de Microsoft. Il y a 2 ans, lors d'un entretien, il a dit qu'il faut taxer le travail fait par les robots. Pourquoi? Parce que les robots ne dépensent pas, ne consomment pas des marchandises, les produits qu'ils produisent. Ça varie. On a toujours eu des inégalités. Mais parfois, ça varie, parfois c'est très répandu, parfois moins. Donc, c'est pas sûr que lorsqu'on a des gens riches, très riches, on a toujours des gens pauvres. C'est impossible. Donc, il n'y a pas de richesse sans pauvre. Donc, si vous êtes riche, ça veut dire que quelqu'un fait le ménage dans ma salle d'hôtel. Donc, si vous êtes riche, vous n'avez pas à faire ces choses. Donc, les femmes, il y a 100 ans, travaillaient dans le domaine du service, mais c'est possible de se débarrasser de cela. Donc, on s'est débarrassé de cela. Quand j'étais enfant, les gens faisaient leur propre lessive, et c'était les femmes. La tragédie maintenant, c'est qu'on voit une augmentation de ce domaine du service, et donc c'est en augmentation. Mais on peut avoir une société harmonieuse avec des écarts minimes entre les riches et les pauvres. Et dans les trois, il y a ces sociétés harmonieuses et se produit des choses inimaginables. Au Japon, il y a une interprète qui était à une école qui correspondait à Eton. Donc, mais elle n'avait aucun exemple. Donc, on ne pouvait pas dire d'où elle venait. En Angleterre, on peut dire d'où vous êtes simplement par votre accent. Donc, et aussi le vêtement. Bon, je peux vous en parler. On voit ces différents pays scandinaves. On ne s'inquiète pas de l'école fréquentée par vos enfants. Vous allez à l'école de proximité et vous appréciez le fait qu'ils interagissent avec d'autres enfants.
À Oxford, un tiers des enfants vont dans des écoles privées. Mes enfants ne les rencontrent jamais nulle part. Il y a une ségrégation comme l'apartheid. Et ils paient, la plupart des collègues paient pour que les enfants soient éduqués différemment des autres. Pas seulement parce qu'ils vont avoir des notes plus élevées, mais pour ne pas les mélanger plus tard. Ça, c'est une situation horrible, en fait. Merci, Danny. Enfin, je ne veux pas vous interrompre, mais il nous manque de temps. Ce que je peux dire, c'est qu'on va faire une pause de 15 minutes. J'invite à tous de prendre un café. Danny, pouvez-vous rester l'entour si les gens veulent parler avec vous? Merci beaucoup. Un orateur merveilleux.